Il y a des nuits qui ne passent jamais, parce que ce que tu y vois ou ce que tu y entends te suit toute une vie. Ce soir, écoute bien, car certaines rencontres n'auraient jamais dû avoir lieu. Bienvenue. Approche et prends le temps d'écouter. Ce que je vais te raconter n'est pas une légende, ni une histoire pour faire peur aux enfants. Ce sont des récits vécus, des moments où des gens ordinaires ont frôlé quelque chose qu'ils n'ont jamais pu expliquer. Ce soir, je vais te raconter plusieurs histoires, des fragments de vie marqués par l'étrange, le danger et parfois l'inexplicable. J'avais passé quelques jours à Austin pour rendre visite à des amis. J'habite en Louisiane, ce qui signifie une longue journée de route pour rentrer. Lors de ma dernière journée là-bas, un vieil ami, Tom, avait réagi à ma story sur Instagram en me demandant quand je partais. Je lui ai répondu que c'était ce jour-là. Il m'a dit qu'il vivait à 1 heure d'Austin, pile sur mon trajet de retour. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vu, et l'idée de discuter un peu me tentait bien. Il m'a proposé de passer chez lui, et j'ai accepté sans hésiter. J'ai entré son adresse dans le GPS, qui indiquait environ 1 heure et demie de conduite. Tom et moi étions amis au lycée, mais on avait perdu contact après le bac. On se suivait sur les réseaux sociaux sans vraiment échanger. Quand je suis arrivé, sa maison m'a paru un peu démodée, pas délabrée, juste marquée par le temps. La terrasse en bois grinçait sous mes pas, et en ouvrant la porte, une odeur de vieux bois et d'ambiance campagnarde m'a enveloppé, comme dans un chalet isolé. Tom m'a accueilli chaleureusement, avec une grande accolade, et m'a fait entrer. Certaines amitiés restent intactes, peu importe les années écoulées. L'intérieur était tout aussi vintage que l'extérieur. Les meubles semblaient dater des années 70 et chaque pas sur le parquet faisait un petit craquement. Ça avait un côté typiquement texan, presque attendrissant, comme un voyage dans le passé. On s'est installé dans le salon pour discuter de la vie, en sirotant du whisky. Il était déjà 17 heures environ. Un verre en a appelé un autre, puis un troisième, et je me suis vite retrouvé bien éméché. La chaleur de l'alcool rendait la pièce plus intime, plus douillette, mais aussi plus oppressante. Les heures filaient comme des minutes. On passait un si bon moment à rattraper le temps perdu qu'il a fini par me proposer. « Hé, tu as une longue route, pourquoi ne pas dormir ici ce soir ?» J'ai hésité, mais il avait raison, je n'étais pas en état de conduire. J'ai accepté et demandé si le canapé ferait l'affaire. Il a répondu que non, qu'il avait une chambre d'amis, simple mais plus confortable. Ça me convenait parfaitement. On a commandé de la nourriture chinoise et après le repas, il m'a guidé dans un petit couloir jusqu'à la chambre. Je n'ai pas vraiment regardé autour de moi. J'étais trop ivre, comme lui d'ailleurs. Mais je me souviens que l'air était stagnant, comme si la pièce n'avait pas été utilisée depuis longtemps. À peine le temps de noter les détails que je me suis effondré sur le lit, épuisé et saoul. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé, la bouche pâteuse, la tête tournante, dans une obscurité presque totale, sauf un filet de lune qui filtrait à travers les stores. C'est là que je l'ai vu, accroché à la porte du placard, dans le coin opposé. Quelque chose de sombre et long, comme un manteau noir sur un porte-manteau. Mais en plissant les yeux, la forme me semblait bizarre, avec une partie supérieure, large, évoquant des épaules,
et une façon de pendre qui ressemblait plus à une ombre humaine qu'à du tissu. Mon cœur s'est mis à cogner fort. Je ne me rappelais pas l'avoir vu en entrant, mais j'étais ivre. Peut-être que je n'avais pas fait attention. J'ai roulé sur le côté pour l'ignorer, en me disant que c'était juste un manteau. Pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un nouveau coup d'œil. Toujours là. J'ai fermé les yeux, respiré profondément et forcé le sommeil. Je ne sais pas combien de temps plus tard, mais je me suis réveillé une seconde fois, non pas à cause d'un malaise, mais d'un bruit. Un craquement lent et doux, comme des pas prudents sur un plancher ancien. J'ai ouvert les yeux, en sursaut. La pièce était maintenant faiblement éclairée par l'aube qui pointait. J'ai tourné la tête vers le coin, et mon estomac s'est noué. Le manteau avait disparu. Je me suis redressé si vite que tout tournait. Mon corps vibrait d'une peur mêlée au reste d'alcool. J'ai balayé la chambre du regard, le cœur battant la chamade. Rien dans le coin, juste la porte du placard vide. J'ai jeté les couvertures et me suis précipité dans la chambre de Tom. Il ronflait paisiblement, inconscient de ma panique. Je l'ai secoué pour le réveiller, ce qui a pris du temps vu son état. Il a fini par émerger, confus, en se frottant les yeux. Le manteau, ai-je haleté, celui sur le porte-manteau dans la chambre d'amis. Il m'a regardé, perplexe. Quel manteau? Le trench-coat noir accroché à la porte du placard, on aurait dit une silhouette humaine. Tom s'est redressé, plus alerte. Je n'ai pas de trench-coat et il n'y a pas de porte-manteau dans cette chambre. Je l'ai fixé, espérant qu'il avoue une blague, mais son visage restait grave. « Viens voir », ai-je insisté. Il a soupiré, mais m'a suivi. J'ai pointé l'endroit. C'était exactement là. Tom s'est gratté la tête et m'a demandé si je n'avais pas rêvé. Mais j'ai affirmé que non, que je savais ce que j'avais vu, d'une voix tremblante. Je l'ai vu en me réveillant. Et la fois d'après, plus rien. On est resté là un moment, enveloppé d'un silence troublant. Tom a fini par souffler et suggérer qu'on vérifie la maison par précaution. On a fouillé chaque pièce, chaque armoire, chaque recoin. Rien. Pas de traces d'effraction, pas de manteau bizarre nulle part. Rien pour expliquer. Tom a tenté de me convaincre que c'était peut-être un état semi-conscient, une hallucination. J'aurais aimé y croire, pour éviter d'imaginer le pire. Dès que le soleil a été bien levé, j'ai pris mes affaires, dit au revoir et repris la route. Je me sentais presque coupable de le laisser seul après ça. Tout le trajet vers la Louisiane, mon esprit revenait sans cesse à cette silhouette manteauesque qui me fixait du coin, disparue au matin. Peut-être que Tom m'avait fait une farce cruelle, mais il n'a jamais rien avoué, donc j'en doute. Ou alors, peut-être qu'il y avait vraiment quelqu'un dans cette maison, à m'observer dormir, et qui a filé avant l'aube. Voilà comment cette nuit s'est terminée. Mais toutes les nuits ne se ressemblent pas. Et parfois, ce n'est pas une maison qui te regarde dormir, c'est un endroit entier. Cette histoire-là s'est déroulée aux États-Unis. La suivante nous emmène bien plus loin. Ça m'est arrivé à 18 ans, lors d'un voyage avec mes parents et une amie qu'on appellera Anna. L'histoire se passe en Suède, pendant un road trip. Mes parents, Anna et moi, partions pour un périple intérieur, avec 8 heures de route depuis la maison. Le programme incluait une visite à un parc d'attractions et un séjour en camping, mais on n'avait rien réservé. Le jour J, on est arrivé en ville,
prêt à explorer le parc le lendemain, donc il fallait trouver un endroit pour la nuit. Comme on avait des tentes dans la voiture, mon père a cherché en ligne un camping proche. Il en a repéré un qui paraissait idéal et pas loin, alors il a appelé. Malheureusement, ça tombait en pleine compétition de foot majeur et tout était complet. Sans réservation, pas de place. Mon père a contacté d'autres sites, mais rien d'abordable et à proximité du parc. La seule solution restante, camper en pleine nature. On a mis le GPS sur le parking forestier le plus proche pour éviter les amendes. Finalement, on a atterri dans une réserve naturelle. À notre arrivée, il y avait encore quelques personnes. Alors on a demandé si c'était correct de monter les tentes et si l'endroit était sûr. Une randonneuse nous a assuré que c'était parfait pour dormir et qu'il n'y avait pas de contrôle de stationnement. Sur ces mots, on a choisi ce petit parking gravelé, isolé, entouré de forêts, avec une plage à 10 minutes à pied. Au début, on a pensé installer les tentes sur le sable, mais une intuition m'a poussé à préférer le parking. En descendant de la voiture pour préparer le campement, j'ai remarqué une voiture solitaire garée plus loin, en mauvais état, vide. Ça m'a paru curieux, vu l'heure tardive, plus personne à la plage ou en balade. Mais je n'y ai pas accordé plus d'importance sur le moment. J'ai aidé mes parents à monter les tentes. Eux dans l'une, Anna et moi dans l'autre, les deux côte à côte. Après des efforts, tout était prêt. Anna et moi avons rendu notre espace confortable, regardé des vidéos sur YouTube et grignoté des snacks. Il était environ 23 heures. On voulait se coucher tôt pour ne pas être épuisé le lendemain. Vers minuit, on a décidé de dormir. Mes parents ronflaient déjà. Anna et moi scrollions sur TikTok quand un bruit métallique a retenti du parking, comme une pelle jetée sur le gravier. On a sursauté, se demandant mutuellement ce que c'était. Trop effrayés pour regarder par la fenêtre de la tente, on est restés immobiles à écouter. Le son provenait de la direction de la voiture abandonnée. Ensuite, on a entendu ce qui ressemblait à une pelle rangée dans un coffre, suivi d'un claquement sec. On est resté figé, le cœur battant. Puis, la voiture a démarré en trombe, comme pour fuir. J'ai envoyé un message à un ami d'une ville voisine, lui indiquant où on était. Il m'a répondu que la plage proche était réputée dangereuse, avec des activités illégales liées à des réseaux criminels organisés. On n'en savait rien avant. Son message m'a glacé le sang. Une dizaine de minutes de silence ont suivi le départ de la voiture et on commençait à se détendre un peu quand un hurlement effroyable, guttural, d'un homme a déchiré la nuit depuis la forêt. On était terrifiés. J'ai texté ma mère pour lui dire qu'on avait entendu un cri affreux. Comme elle ne répondait pas, je l'ai appelée pour la réveiller. Elle a fini par décrocher, affirmant que ni elle, ni mon père n'avaient rien perçu. Elle m'a rassuré en disant que ce n'était sans doute rien de grave, mais je ne voyais aucune explication normale à un tel cri. Anna et moi, nous sommes blottis sous les couvertures, paralysés, ignorant ce qui se passait. Chaque minute paraissait une éternité. Malgré l'heure avancée, impossible de dormir. Soudain, le silence s'est fait oppressant. Puis, j'ai entendu des pas. Quelqu'un marchait autour des tentes, avec précaution. On s'est redressé, pétrifié. J'ai posé mon téléphone pour que sa lumière ne trahisse pas notre présence. Mon pouls cognait dans mes tempes. Aucune raison logique pour que quiconque rôde autour de nous en pleine forêt à cette heure. Les pas ont contourné notre tente, puis celle de mes parents, avant de s'approcher de la voiture.
La personne s'est arrêtée, semblant observer. Un silence total. Puis la même voiture est revenue, ses phares illuminant l'étoile. Anna et moi, nous sommes couchés vite pour ne pas être vus. J'ai osé jeter un œil par la petite fenêtre. La portière a claqué et le véhicule a filé de nouveau. Un soulagement fugace m'a envahi. De ma position, je voyais la route. 5 minutes plus tard, une autre voiture a surgi à vive allure. Une patrouille de police dans la même direction. Plus rien après ça. Encore secoués, Anna et moi avons préféré nous réfugier dans la voiture verrouillée pour plus de sécurité. J'ai veillé jusqu'à 5 heures du matin guettant la forêt, tandis qu'Anna s'endormait. Au bout d'1 heure, on est retourné à la tente et, épuisé, on a sombré. Réveil vers 9 heures, vidé. J'ai tout raconté à ma mère, qui a admis avoir entendu les pas aussi, et même une respiration lourde près de leur tente, comme dans un film d'horreur. Elle avait été terrifiée, mais mon père avait dormi comme une souche, donc on a dû lui expliquer. Sans tarder, on a plié bagages, impatient de partir. Personne ne voulait traîner. Malgré cette nuit cauchemardesque, on a passé une bonne journée au parc. Mais ce soir-là, j'ai cherché des infos sur cette forêt. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. Peu avant notre venue, un homme y avait été assassiné, poignardé pour des dettes liées à des gangs. Pire, 2 hommes avaient disparu de cette plage exacte, sans trace. Je n'arrêtais pas d'y penser. Et si la personne autour des tentes vérifiait s'il y avait des témoins? Et si on avait frôlé un vrai danger? Aujourd'hui encore, je repense à cette nuit. Qui a poussé ce cri atroce? Pourquoi une pelle en pleine nuit dans les bois? Et la police, qu'est-ce qu'elle poursuivait? Je suppose que je ne saurai jamais. Certains dangers marchent autour de toi, dans le noir. D'autres attendent que tu ouvres une porte. Cette histoire remonte à l'enfance, à une maison ordinaire et à une voix qui n'aurait jamais dû appeler. Cette histoire me hante encore quand j'y repense, même si j'étais très jeune à l'époque, à 6 ans. Mes souvenirs d'enfance commencent à se préciser. J'ai un frère aîné, Keith, de 2 ans, mon aîné, donc 8 ans alors. On avait un horaire de coucher strict, 20h30. Si on ne respectait pas ou que notre père nous surprenait éveillés, on risquait de gros ennuis. Notre père était ferme avec nous, enfants. Je ne me souviens pas si c'était un soir d'école. Mais je me suis réveillé en pleine nuit parce que Keith me secouait. On partageait une grande chambre à l'étage, tandis que celle de nos parents était au rez-de-chaussée. J'étais perplexe jusqu'à ce qu'il me murmure de me taire et d'écouter. J'ai tendu l'oreille et entendu la voix de notre mère nous appelant d'en bas, mais en un chuchotement discret. J'allais me lever pour répondre, mais Keith m'a retenu, affirmant que ce n'était pas elle. Je lui ai dit d'arrêter de me faire peur. J'étais furieux. Il m'a encouragé à m'approcher pour mieux entendre. Je me suis levé et dirigé vers la porte de la chambre. Juste dehors, un petit couloir menait à la salle de bain et à une autre chambre où dormait parfois notre grand-mère. À droite, l'escalier descendant, fermé par une porte. J'ai collé l'oreille contre la porte de la chambre et entendu plus nettement une voix comme celle de maman appelant nos noms. « Keith, Mikey ». J'ai dit à Keith que c'était elle, mais il a insisté que non. En tant que cadet de 6 ans, je me suis senti assez courageux pour ouvrir la porte de la chambre, puis écouter à celle de l'escalier. La voix s'est tue. J'ai chuchoté à Keith qu'elle avait dû s'éloigner, mais il a répété que ce n'était pas maman.
Je lui ai intimé de se taire, qu'il m'effrayait. J'ai déverrouillé la porte de l'escalier et l'ai entr'ouverte doucement pour ne pas faire de bruit. Par l'ouverture, au bas des marches, se dessinait nettement la silhouette d'une femme. Mais instantanément, j'ai su que ce n'était pas notre mère. Elle m'a vu, car elle a dit « Salut mon chéri, descends ». J'ai claqué la porte, verrouillé, regagné la chambre et verrouillé aussi. J'ai éclaté en sanglots et Keith répétait qu'il m'avait prévenu. On a décidé de hurler de toutes nos forces à trois pour réveiller nos parents. À trois, on a piétiné le sol et crié. Nos parents ont vite monté les escaliers, tambourinant à la porte verrouillée. Papa était d'abord furieux pour le verrou, mais en nous voyant, moi en larmes, et nous deux bouleversés, ils ont compris que c'était sérieux. Ils nous ont écoutés. Maman semblait particulièrement inquiète, en affirmant qu'elle n'était pas en bas et n'avait pas appelé. Elle a demandé une description de la femme, mais on a pu dire que c'était indistinct. Pendant ce temps, papa descendait fouiller la maison. Maman nous a embrassés pour la bonne nuit et, chose inédite, nous a conseillé de verrouiller les portes. À mon jeune âge, je n'ai pas perçu, mais nos parents semblaient savoir de qui il s'agissait. Kate et moi avons regardé par la fenêtre quand la sonnette a retenti, voyant une voiture de police dehors. On voulait descendre, mais on est resté. On a supplié nos parents de nous dire qui c'était, mais ils affirmaient ignorer, nous félicitant juste de ne pas être descendus. Je crois qu'ils savaient et nous ont épargnés pour éviter plus de traumas. La dernière fois que je les ai vus à dîner, j'ai reposé la question et ils ont haussé les épaules, parlant d'un intrus aléatoire. Mais ça n'expliquait pas comment cette femme connaissait nos noms. En grandissant, on croit être plus fort, mais le danger, lui, c'est attendre. Cette dernière histoire se déroule à l'adolescence. Une simple marche de retour et une rencontre qui aurait pu tout faire basculer. Ça s'est produit à 16 ans, encore au lycée, sans voiture, dépendant de mes parents pour les trajets ou marchant si c'était proche. C'était un week-end. Mon amie Hayley invitait quelques copines chez elle, ses parents absents. Ma mère m'a déposé. Allez habiter près. 3 minutes en voiture, 20 à pied. Ma mère était célibataire et aimait sortir, donc elle m'a dit que si elle rentrait tard, je rentre à pied ou en covoiturage, signe qu'elle avait un rendez-vous. Chez Hayley, il y avait Tina, Courtney et Belle. On a traîné dans le jardin des heures jusqu'à ce que des garçons du lycée débarquent sans prévenir pour moi, car Hayley ne m'avait rien dit. J'étais agacé parce qu'un d'eux était un gars avec qui j'avais un passé compliqué que je n'avais pas envie de voir. Hayley se croyait maligne en l'invitant en douce, espérant qu'on se rabiboche. C'était malaisant. 4 garçons, 5 filles. J'ai fini par partir, pas d'humeur. Sûrement que les autres ont suivi peu après, vu l'heure tardive, mais je ne voulais plus être là. En marchant vers la maison, j'ai texté à Hayley ma colère et elle suppliait de revenir, s'excusant. Je lui ai pardonné, mais je tenais à rentrer. Après 5 minutes de marche, j'ai ralenti, croyant entendre des pas derrière. En m'arrêtant, j'ai confirmé, des pas pas les miens. Je me suis retourné. Un homme d'âge mûr, capuche sur la tête, mains dans les poches, souriait en me regardant. « Comment ça va ?» J'ai répondu « Salut » et continué. On était en banlieue, des gens marchent, même tard, rien d'anormal,
5 minutes plus tard, à chaque regard en arrière, il était toujours là, à distance similaire, peut-être un peu plus près. Le chemin n'était pas direct. Plusieurs virages pour arriver chez moi, et à chaque, il suivait. J'ai texté mes amis là-dessus. Puis, l'homme a lancé. « Belle soirée, hein ? J'adore ce temps. » J'ai marmonné. « Oui, sans plus. » J'ai accéléré légèrement, sans paraître fuir. Il a repris, et chaque mot me glaçait. Pourquoi me parler ? Pourquoi me suivre ? Il a demandé « Tu vis dans le coin ?» J'ai répondu « Non, sec et court. » Il a ri. J'ai imploré mes amis d'envoyer un gars me chercher. Ironiquement, le garçon que j'évitais, appelons-le Brandon, était en route. L'homme a alors dit quelque chose qui a tout changé. « Je ne te ferai pas de mal. Tu habites près de l'école primaire, non ?» Je me suis retourné. Il s'est arrêté, sourire forcé, sinistre. J'ai hurlé « Laissez-moi tranquille !» et couru. Il me poursuivait. Pour ma vie, j'ai crié « Au secours !» pour alerter les maisons. Il a abandonné sa façade aimable. « Tais-toi, petite !» Mes cris l'ont effrayé, craignant les témoins. Il a fui dans l'ombre. Des lumières s'allumaient, un couple est sorti. J'ai expliqué l'agression imminente. J'ai attendu devant chez eux jusqu'à l'arrivée de Brandon qui m'a ramené. 1 minute de trajet. Ma mère n'était pas là. Pas de réponse à mes messages. Pas envie d'être seul. J'ai invité Brandon à rester. Il était ravi, mais ça n'était pas fini. On discutait tard, évoquant le passé, quand des pas ont entouré la maison. Ma chambre donnait sur l'arrière-cour. On a entendu le portail s'ouvrir. Ma mère n'entrait jamais par là. Au lieu d'appeler, on a regardé par la fenêtre. Pas de bruit supplémentaire, pas de silhouette dans le jardin, mais une voix d'homme. « Je vous vois là-haut. » J'ai étouffé un cri, reculé. Brandon a hurlé. « On appelle les flics, sale pervers !» C'est ce qu'on a fait. Cet homme savait où j'habitais, peut-être qui j'étais, peut-être même pour la soirée chez Haley. Brandon a géré l'appel au 911, jouant le protecteur. J'appréciais. Les policiers sont arrivés, leur présence rassurante. Décrire l'homme m'a soulagé, comme une action concrète. Ma mère est rentrée peu après, aussi choquée. Ils ont laissé une voiture en surveillance quelques heures. Depuis, plus de marche nocturne. Même la cour m'effrayait. Ma mère a fait installer un système de caméras par notre oncle, bien visible pour dissuader. Heureusement, l'histoire s'est arrêtée là. Ça a poussé ma mère à vendre la maison 1 an plus tard, détestant me voir en peur constante. On n'a jamais su qui était cet homme. Certaines histoires n'ont pas de réponse. Elles restent là, comme une ombre derrière une porte. Si ces récits te t'ont marqué, si tu as ressenti ce frisson qui te dit que tout n'est pas expliqué dans ce monde, alors reste ici, abonne-toi et reviens écouter les prochaines histoires, car parfois, ce que tu n'as pas encore entendu est encore plus troublant que ce que tu viens d'entendre.